Chers amis, je suis titulaire, comme l'a si bien dit Jacques Ralit, de la chaire d'immunologie moléculaire au Collège de France, et je vais commencer par vous parler un petit peu en introduction de ce dont je ne vais pas vous parler, c'est-à-dire d'immunologie. L'immunologie est une science extraordinairement compliquée à laquelle, bien sûr, j'aurais pu consacrer cet exposé, et j'ai préféré m'en éloigner pour vous parler de problèmes qui sont des problèmes largement sociaux et sociétaux associés à l'exercice de l'immunologie et de la science en général. L'immunologie, c'est compliqué, ça implique des molécules qui sont très compliquées. Vous avez des dizaines de milliers d'atomes dans cette représentation d'une protéine. Voilà un jeu de protéines dans une cellule reliée par un réseau d'interaction. Il n'y a que 650 protéines reliées par un réseau, et avouez que c'est quand même assez difficile à appréhender, d'autant plus que c'est une image partielle, statique, et qui donc il faudrait l'avoir en dynamique, et ça c'est le problème de la théorie des réseaux qui se développe actuellement beaucoup en biologie et bien entendu dans le système immunitaire. En plus, ces molécules, elles sont dans des cellules qui ont des formes plus ou moins étranges. Voilà un macrophage qui est coloré et des bactéries qui flottent autour. Puis il n'y a pas que des cellules, il y a des ensembles de cellules et ça bouge dans tous les sens. Et donc, cet ensemble de milliards d'éléments distincts est extraordinairement complexe à étudier. Et le système immunitaire est donc aujourd'hui, même si cela irrite un petit peu mes collègues neurobiologistes, c'est quand même le mieux connu des systèmes biologiques complexes, pour l'excellente raison que les éléments essentiels de la spécifique qui gère sa diversité sont en fait identifiés au niveau moléculaire, ce qui n'est pas encore le cas dans le système nerveux. En plus, ce système, comme je l'ai montré, est singulier en ce qu'il est semi-liquide, c'est-à-dire qu'il y a des cellules, des molécules qui circulent dans tous les sens, et donc l'immunologie est une science extraordinairement compliquée. Cette science a donné naissance à un développement qui est emblématique, c'est du moins l'image que l'on en a. Ce développement, c'est la vaccination. La vaccination, bien, comme chacun sait, a été inventée en quelque sorte d'abord par Jenner en 1796 et ensuite, bien sûr, réinventé sous une autre forme et développé par Louis Pasteur dans les années 1850 avec la très célèbre expérience, entre guillemets, expérience clinique d'ailleurs fort critiquable dans sa réalisation, qui a consisté à sauver la vie du jeune Joseph Meister qui était mordu par un chien enragé. Donc la vaccination est considérée aujourd'hui comme un immense succès de l'immunologie, et cela est vrai. Et le cliché que je vais vous montrer, qui est un cliché très, très classique, vous montre à quel point nous avons dépassé une période. Cette période, ça a été le vaccin contre la poliomyélite. Voilà cette photo qui, encore une fois, est célèbre. Ce sont des centaines de poumons d'acier dans une salle avec des infirmières qui soignent les enfants dans les poumons d'acier. Cette photographie terrible marque une époque qui est révolue. La vaccination contre la polio a permis d'éliminer ce fléau. Mais il y a des mais, et je voudrais vous les mentionner. Le premier mais, c'est que la vaccinologie, dont on dit que c'est un grand développement de l'immunologie, est en vérité beaucoup plus une science de l'antigène, c'est-à-dire de ce qui sert à vacciner, que des réponses immunitaires qui sont provoquées par ce même antigène. Donc, dans une vaccination, vous injectez un produit qui est un microbe atténué ou tué ou des produits issus de ce microbe, et vous provoquez une réponse immunitaire qui est une réponse à mémoire. Et cette mémoire fait que, si quelques années plus tard, vous êtes exposé à l'agent infectieux, la mémoire immunitaire va vous protéger. Alors ça, c'est ce qu'on lit dans les livres. Et effectivement, là, vous avez la structure du virus de l'hépatite B, qu'on connaît très très bien. Mais ce qu'on connaît beaucoup moins bien, c'est finalement l'autre côté.
Voilà comment le système immunitaire détecte les envahisseurs avec cette espèce de cellule qui a de longs prolongements, qui s'appelle une cellule dendritique. Et voilà l'une des manières dont le système immunitaire règle le problème de l'infection. Vous avez ici un macrophage qui est en train de manger des bactéries qui sont proches de lui. Donc ce système immunitaire, en fait, il est mal connu dans la vaccination et il est assez abusif de dire que la vaccination est un grand succès de l'immunologie, en ce sens que beaucoup de vaccins ont été développés de façon empirique. Et d'ailleurs, il y a un problème, c'est qu'il y a peu d'innovation dans le domaine. Au cours des 10 ou 15 dernières années, il n'y a que 2 vaccins importants qui aient été produits. Le vaccin contre le virus du papillome, qui protège également les femmes contre le cancer de l'utérus qui résulte de complications de cette infection. Un vaccin contre un rotavirus qui provoque des diarrhées, dont je reparlerai. On peut se targuer aussi d'avoir fabriqué de nouvelles combinaisons pédiatriques. Donc maintenant, on arrive à vacciner nos enfants avec un mélange de 6 vaccins. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit une innovation fantastique. Ce n'est pas vraiment innovant. C'est un beau développement, mais ce n'est pas innovant. Et en revanche, on est relativement dans l'impasse dans des vaccins contre l'herpès. On n'a pas de vaccin contre l'herpès. Contre le sida, il n'y a absolument rien à l'horizon. C'est un véritable désastre de la science. La malaria, ça bouge un petit peu, l'hépatite C peut-être un petit peu, et donc en vérité, la science est un peu en difficulté dans le domaine du vaccin, et si elle est en difficulté, c'est parce que c'est une science de l'antigène et pas suffisamment une science des réponses immunitaires provoquées par l'antigène, et donc l'avenir de la vaccination est bien dans l'immunologie. Ceci étant, il y a d'autres mais. Et un autre mais, c'est que la vaccination pose aussi des problèmes d'acceptabilité dans les pays riches. Et là joue le fameux principe de précaution qui donne lieu à un certain nombre de dérives que Jacques Ralit a très très bien évoquées. Nous avons des problèmes en France et uniquement en France avec la vaccination contre l'hépatite B qui est censée en France et uniquement en France être lié à des problèmes de développement de sclérose en plaques. Mais il y a eu d'autres phénomènes, ces phénomènes sociaux, si je peux dire, sont récurrents. Il y a une dizaine d'années environ, le vaccin contre la rougeole en Grande-Bretagne et uniquement en Grande-Bretagne était supposé être associé à l'autisme, ce qu'aucune corrélation statistique n'a confirmé par la suite, etc., etc. Et puis il y a encore un autre mais, et c'est sur ce mais-là que je vais me concentrer, ce sont les problèmes d'accessibilité dans les pays pauvres. On peut considérer, je considère personnellement, comme un scandale absolument invraisemblable qu'en l'an 2000, 750 000 enfants par an mouraient de la rougeole et de ses complications, alors qu'il existe un vaccin qui a été mis au point depuis plus de 50 ans, qui ne coûte que quelques centimes, qui est stable et qui protège très longtemps, qui est facile à administrer. Et je dois dire qu'en tant qu'immunologiste ou vaccinologue, puisque j'étais impliqué dans la vaccinologie, il m'est devenu absolument impossible de penser la science sans penser ce type de problème et ce type de développement de la science. Et c'est de cela que j'ai choisi de vous parler maintenant. Nous allons effectivement rentrer dans cette négligence, comme on dit, qui touche une grande partie des pays pauvres, et ce sous des angles différents. Les chiffres. Prenons les médicaments avant les vaccins. Environ 1% des nouveaux médicaments qui ont été mis au point, mis sur le marché au cours des 25 dernières années sont consacrés aux maladies qui touchent les pays les plus pauvres. Donc une quinzaine de molécules sur 1400, donc un nombre ridiculement faible. Très peu de vaccins ont été développés spécifiquement pour les pays en développement, pour les pays pauvres. Il est vrai qu'on pratique, ce qui est intéressant, des prix différenciés, de telle sorte que l'on vend, par l'intermédiaire notamment des grandes organisations internationales, on vend les vaccins des pays développés à prix moins cher dans les pays en développement, et j'en reparlerai. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est que dans la même période,
le financement mondial de la R&D dans le domaine de la santé a été multiplié par un facteur d'au moins 3 à 5, sinon 10. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ait manqué de ressources réellement pour développer quelque chose dans le domaine qui soit susceptible d'aider les pays pauvres. Il y a un véritable problème structurel dans l'allocation des ressources. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle le fossé 90-10. Le fossé 90-10, c'est que 90% des ressources dans le domaine de la santé sont affectées à 10% de la population mondiale. Alors vous pouvez évidemment faire l'inverse et vous demander ce qui arrive aux 90% de la population mondiale qui bénéficient seulement de 10% des ressources affectées à la santé. Et j'insiste encore une fois, le problème en ce qui concerne la recherche est effectivement structurel. Il est structurel parce que, et je vais maintenant m'en expliquer, il est structurel parce que, effectivement, c'est un choix, mais un choix compréhensible dans un système libéral que de ne pas affecter les ressources pour développer des médicaments et des vaccins pour les pays pauvres. L'un des problèmes, c'est le prix. Le développement, ce qu'on appelle le développement, coûte beaucoup plus cher que la recherche, 5 fois à peu près. Le développement, c'est quoi? C'est la mise en forme pharmaceutique, c'est les développements cliniques, c'est tout ce qui fait qu'une bonne idée devient effectivement quelque chose que l'on peut diffuser. Et le coût d'un nouveau produit oscille, et je vais vous montrer quelques courbes, oscille entre 200 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros par produit. Alors, ces chiffres, j'insiste sur ce point, sont pas absolument certains. Et je vous indiquerai d'ailleurs pourquoi ils ne le sont pas. Mais en tout cas, cela éclaire évidemment le problème des maladies négligées. Avant de dégager en R&D une somme d'1 milliard d'euros pour des gens qui sont insolvables, eh bien, tout simplement, ça ne se fait pas. Et donc, le problème des maladies négligées, il est très simple. Il n'y a pas de marché, donc il n'y a pas de médicaments et il n'y a pas de vaccins spécifiques. Et je peux vous dire que concernant les vaccins qui, incidemment, sont eux-mêmes négligés en quelque sorte, puisqu'ils ne représentent que 2 à 3% du marché de l'industrie pharmaceutique, ce qui incidemment signale notre degré d'appétence pour la prévention au lieu du traitement et de la thérapie. Pour ce qui concerne les vaccins, il n'est donc pas surprenant non plus qu'il n'y ait pas de vaccins développés pour les pays pauvres. Il y a très peu d'argent finalement industriel pour développer de nouveaux vaccins. On pourrait se dire que les dispositifs académiques ou para-académiques, universitaires, devraient compenser cela. Ils le font dans une certaine mesure, mais dans le domaine de la recherche. Et le problème, et je peux vous dire que j'avais fait ce calcul lorsque j'étais directeur de l'Institut Pasteur, c'est que j'avais calculé que même si les recherches réussissaient, au moins la moitié, et en fait beaucoup plus que la moitié, ne seraient jamais développées, parce qu'il n'y a pas l'argent pour les développer. Donc on est dans une situation tout à fait étrange, où des institutions académiques, l'Institut Pasteur, le National Institute of Health aux États-Unis, des instituts en Allemagne, etc., travaillent pour imaginer des solutions pour les pays pauvres et il n'y a pas l'argent pour les développer. Ça coûte trop cher au niveau du développement. Il n'y a pas assez d'argent. Et donc, les dispositifs académiques ne peuvent pas compenser ce déficit pour des raisons qui sont de plusieurs ordres. L'une des raisons, c'est la compétence. On ne développe pas un produit pharmaceutique ou un vaccin comme ça. C'est un métier, un autre métier. On n'a pas ces compétences, la plupart du temps, dans les milieux universitaires. Le financement dont j'ai parlé. Et il faut bien le dire qu'il y a également un problème de reconnaissance. C'est ce que j'appelle le syndrome de la grande science et pas les bonnes œuvres, qui est un peu répandu chez beaucoup de nos scientifiques, et des prix Nobel pour les concepteurs, mais pas pour les développeurs, c'est-à-dire ceux qui réellement mettent en application les découvertes. Donc le domaine est en friche et restera en friche. Il ne peut évoluer, il évoluera d'autant moins que la perception des urgences dans l'idéologie hypersécuritaire de l'Ouest et du Nord, symbolisée et concrétisée dans un certain cas par le principe de précaution,
plus la judiciarisation des accidents et des défaillances ont des conséquences très importantes, y compris sur le comportement des producteurs. Et j'en dirai un mot dans quelques temps. Et le résultat de tout cela, c'est que nous vivons dans un monde où les problèmes de développement plus que de recherche, encore une fois, j'insiste sur ce point, sont réglés d'une façon telle que la situation est extraordinairement mauvaise pour les pays pauvres. Et donc je vais aborder cette question de la réglementation et des standards telle qu'elle existe dans les pays développés, et vous verrez qu'elle pose problème pour les pays en développement, mais qu'elle pose aussi problème dans les pays développés. Dans l'industrie, les coûts de recherche et développement pour une nouvelle molécule ou un nouveau vaccin ont été multipliés par 3 au moins en 15 à 25 ans. Les standards réglementaires ne cessent de s'élever. Qu'est-ce que c'est que les standards réglementaires? C'est le fait que tous ces développements se font sous le regard critique et légitime d'autorités de santé qui épluchent tous les processus de façon à garantir la sécurité des produits et dans une certaine mesure leur efficacité. D'une façon parfaitement logique et parfaitement normale, imaginez que l'on soit capable, par des techniques analytiques nouvelles, spectrographie de masse, détecter des impuretés dans des produits qu'on ne détectait pas il y a 10 ans, le régulateur vous dit enlevez-moi ça. Ça fait tache dans le produit. Et donc, on a des produits qui, certes, sont de plus en plus purs, mais ça coûte également. Donc, on comprend qu'il y a une certaine dérive des prix. En tout cas, pour cette raison comme pour d'autres, les standards réglementaires ne cessent de s'élever et il faut bien constater que les pays du Sud souffrent considérablement du coût des produits, puisque les produits sont chers et de plus en plus chers, et du coût de l'innovation qui s'élève également. Alors, je vous montre 2 clichés qui sont assez impressionnants et je vous demande encore de prendre ces données avec précaution et vous verrez pourquoi. Mais enfin, selon une source proche de l'industrie, voilà une diapositive qui vous montre que le nombre de molécules nouvelles diminue alors que les investissements de R&D augmentent. Alors ça, c'est vraiment interpellant parce que la science en biologie est en pleine explosion. Je veux dire, ce qui se passe en science est absolument merveilleux. Le nombre de connaissances, les connaissances progressent de façon extraordinaire et s'agissant des molécules, le nombre de molécules diminue ou au minimum n'augmente pas. Donc il y a un problème. Bon. Alors ceci étant, ça ne durera peut-être pas. Il peut être que les molécules issues de la biotechnologie vont prendre un certain relais, on ne sait pas trop, mais enfin il y a un problème. Voilà encore d'une autre source qui, encore une fois, est à prendre avec précaution. Les coûts de la R&D, voilà une estimation pour les coûts de R&D pour le développement d'une nouvelle molécule en pharmacie. 1,1 milliard de dollars dans la période 1995 à 2000 et quelques années plus tard, 1,7 milliard de dollars. Des augmentations absolument faramineuses. Ces chiffres sont un peu fallacieux parce que, en gros, on les obtient en prenant la production, disons, du milieu pharmaceutique et des grosses entreprises pharmaceutiques par le nombre de nouveaux produits. Donc, ce n'est pas très fin comme mesure, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça augmente et qu'il y a un problème. Il y a un autre problème. Et là, je pense que devant l'ancien ministre de la Santé, je suis heureux de l'évoquer, c'est qu'on ne connaît pas le coût induit par les réglementations. Et je dirais qu'il y a quand même une raison de soupçonner que, puisque les standards réglementaires augmentent, une partie de l'augmentation des coûts de l'innovation est liée au coût de la réglementation. Et le problème, c'est que les bénéfices, les coûts, les délais qui sont induits par les réglementations sont souvent mal évalués ou pas connus du tout. Et en réalité, j'ai fait pas mal de recherches bibliographiques sur les chiffres que je voulais vous donner.
On n'en trouve pas. On n'en trouve pas, en tout cas, dans la littérature conventionnelle, dans la littérature scientifique, dans la littérature vérifiée par le jugement par les pairs. On trouve très très peu de données. Et donc, on est ici devant un énorme point d'interrogation, c'est de savoir quelle est la part des réglementations dans l'augmentation des coûts. Alors, je voudrais indiquer quelques éléments qui peuvent évidemment donner lieu à beaucoup de discussions. Le principe de précaution tend évidemment à accroître la rigueur des standards réglementaires sous une espèce d'ombrelle ou de parapluie éthique qui mérite, à mon sens, d'être discuté, mais je n'aurai pas le temps de le faire tout de suite. Il n'est pas évident que ce qui est le plus sûr soit le meilleur et le plus éthique, tout simplement parce qu'à force de pousser la sécurité, on augmente les coûts à un point où on arrive à des contradictions éthiques absolument insupportables, et j'en donnerai un exemple. En tout cas, je pense qu'il est légitime de supposer que les standards réglementaires ont une part de responsabilité dans la situation sanitaire totalement inacceptable des pays pauvres. Les coûts de R&D sont insupportables, je l'ai montré, pour les pays pauvres eux-mêmes, pour les institutions académiques et même pour la Fondation Gates aujourd'hui. La Fondation Gates, avec ses milliards de dollars, ne peut pas se permettre de développer beaucoup de molécules. Il n'y a même pas assez d'argent pour la Fondation Gates. Il y a des raisons de soupçonner, puisque ce champ est très, très soutenu par la générosité du public, il y a lieu de se demander, en tout cas, si une partie de la générosité du public est dissipée ou non dans des processus dont l'utilité n'est pas prouvée, ce qui est un petit peu perturbant quand même. Et puis, il y a ce problème d'éthique dont je vais dire un petit mot, qui consiste à comparer ce qu'on appelle dans certains milieux l'éthique universaliste par rapport à l'éthique contextuelle. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple très, très connu, et donc je m'en excuse auprès de ceux qui sont déjà informés de cet épisode tout à fait emblématique. À la fin des années 90, une firme américaine qui s'appelle Wyeth avait développé un vaccin contre le rotavirus. Le rotavirus provoque des diarrhées infantiles. Ces diarrhées infantiles aux États-Unis tuent malheureusement une cinquantaine d'enfants par an, mais provoquent surtout des frais d'hospitalisation très élevés qui justifiaient économiquement que le vaccin soit développé, ce qu'a fait Wyeth. Le vaccin a été mis sur le marché, des centaines de milliers d'enfants ont été vaccinés et la surveillance, les études de phase 4, comme on dit dans le jargon, ont montré qu'il y avait peut-être une déviation statistique vers une complication qu'on appelle l'intussusception, une complication intestinale grave. À la suite de quoi, un an plus tard, la compagnie Wyeth a retiré le vaccin du marché, tout simplement. Pourquoi l'a-t-elle fait? En partie, probablement, par crainte des procès qui sont capables de mettre une entreprise, même de grande taille, à genoux. Et parce que la réputation, etc., etc. Et ce retrait est problématique et presque ironique pour deux raisons. La première raison, c'est que les études statistiques ultérieures ont invalidé la déviation statistique initiale concernant les complications, c'est-à-dire qu'en gros, c'était une sorte de fluctuation statistique qui suggérait qu'il y avait un excès d'événements indésirables, comme on dit dans le métier. Et la deuxième raison, qui est tristement ironique, est celle-ci, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a débattu de la question de savoir si on pouvait adapter ce vaccin contre le rotavirus pour l'utiliser dans les pays pauvres. La réponse a été non. Avec une collaboratrice, j'ai été rechercher les conditions dans lesquelles cette réponse négative avait eu lieu. Et comme par hasard, je crois que sur un groupe de travail d'une trentaine de personnes, il n'y avait qu'un ou deux Africains. Et donc, finalement, il était décidé qu'il n'était pas convenable de redévelopper, enfin d'adapter ce vaccin pour les pays pauvres. Le pas convenable venant à l'appui ou étant appuyé par la thèse, encore une fois, de l'éthique universaliste, à savoir
qu'il ne serait pas acceptable au plan de l'éthique que l'on utilise dans un pays africain un produit que l'on n'utilise pas aux États-Unis au motif qu'il est risqué. Le seul problème, ce sont les nombres. Le rotavirus, à l'époque, tuait 800 000 enfants par an dans les pays en développement. Et donc, cette décision ou cette non-décision de l'Organisation mondiale de la santé reste dans les mémoires comme un cas d'école qui pose effectivement de grands problèmes par rapport à la contextualisation de l'éthique et la contextualisation des études coûts-bénéfices lorsqu'on veut objectiver effectivement les risques, les bénéfices et les coûts d'un produit dans un contexte déterminé. Ma conclusion à ce stade, c'est qu'il est urgent de développer une véritable science de la réglementation. Franchement, elle est à peu près inexistante ou elle n'existe pas suffisamment. J'en ai discuté avec beaucoup de gens, y compris des régulateurs, comme on dit. Les systèmes de régulation comme les grandes agences, la FDA aux États-Unis et l'agence européenne, sont des institutions qui ont été construites de façon à ce qu'en gros, elles n'aient pas de contre-pouvoir, de façon à les protéger de toute influence. Et le résultat, c'est qu'effectivement, elles disposent d'un droit complètement régalien qui peut-être devrait trouver ses limites, qui incidemment trouve parfois ses limites aux États-Unis, où l'on a vu il y a quelques années un groupe de patients atteints de cancer faire un procès à l'agence américaine, la FDA, au motif qu'elle était trop longue et trop rigoureuse dans l'application de ces principes, et que pendant ce temps-là, eux, ils mouraient faute d'avoir une chance d'accéder à de nouveaux médicaments. Et je voudrais également sur ce point conclure par une autre remarque, c'est que dans nos pays, les dépenses de santé n'arrêtent pas d'augmenter, bien sûr. Une partie est liée à l'augmentation des médicaments, du coût des médicaments. Les derniers anticancéreux valent des sommes absolument colossales. Et tout ça parce qu'il faut amortir des frais de recherche et développement qui sont de plus en plus élevés. Donc, je pense qu'il y a une véritable question, un véritable questionnement à se poser de façon scientifique. Ce n'est pas du tout un questionnement polémique, c'est un questionnement analytique. Et peut-être que pour une fois, les pays pauvres vont nous apprendre à faire au moins aussi bien avec moins d'argent, parce que pour eux, la situation est totalement insolue. J'en arrive maintenant à un petit peu plus d'optimisme pour vous dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans un climat qui est évidemment désastreux, celui de l'épidémie de sida. Et pourtant, le sida a tout changé, ou plus exactement, a provoqué des changements tout à fait majeurs au niveau mondial. Je vous donne quelques chiffres qui viennent du dernier rapport d'ONU-SIDA de 2008 sur l'épidémie de sida. Les zones en rouge sombre que vous voyez vous montrent le degré de gravité de l'épidémie. Elle frappe évidemment beaucoup l'Afrique. Voilà deux courbes qui vous montrent le nombre des personnes qui sont infectées par le VIH, donc qui vivent avec le VIH. Et vous voyez, je vous montre ces courbes parce que vous voyez que ça plafonne quand même. Donc il y a un petit peu de mieux, quoi. Ça a arrêté apparemment d'augmenter. Voilà le nombre d'enfants qui vivent avec le VIH dans le monde. Vous voyez qu'il y a 2 millions d'enfants qui vivent avec le sida. Voilà maintenant le nombre de décès liés au sida chez les enfants dans le monde. Le pic a été à peu près à 300 000 et ça commence à baisser. Voilà maintenant le nombre de femmes enceintes qui sont séropositives et qui sont traitées avec un traitement anti-sida de façon à donner naissance à des enfants non infectés. Et vous voyez que ce nombre a considérablement augmenté puisque maintenant 35% des femmes séropositives dans le monde sont traitées grâce aux antirétroviraux. Voici maintenant les orphelins. L'un des phénomènes sociaux les plus graves, créés par l'épidémie de sida était bien entendu que les parents meurent et donc il reste des orphelins. Et donc vous voyez que la courbe ici dépasse les 10 millions d'orphelins
qui ont évidemment besoin d'un soutien pour vivre, pour être éduqués, etc. Mais voilà maintenant ce qui rend un petit peu optimiste. Comme vous voyez, voilà les prévisions, les projections d'ici 2015, ça baisse. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine du sida? Il s'est passé qu'il y a une mobilisation absolument, considérable, plus exactement d'une ampleur que beaucoup de personnes, dont moi-même, n'avaient pas prévu. Et donc, c'est un événement extrêmement positif. Comment est-ce que ça s'est produit? Ça s'est produit parce que les associations de malades ont été extrêmement actives. Ça s'est produit parce que les médicaments ont été développés dans les pays riches et que la question qui s'est posée n'était pas de les développer particulièrement pour les pays pauvres, mais d'en baisser le coût de façon à alimenter les pays pauvres, qui est une question radicalement différente de celle des maladies négligées en tant que telles. Et ça s'est développé parce que, de différentes manières, des nouvelles structures se sont mises en place. Et l'une d'entre elles est cette alliance Gavi, qui est une alliance pour la vaccination, qui est un partenariat public-privé, comme on dit de nos jours, donc une alliance du public et du privé à l'échelle mondiale. Et Gavi a été en fait créé à l'initiative, à vrai dire, de la Fondation Gates, mais regroupe l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, un certain nombre de producteurs de vaccins, des gouvernements, des représentants d'institutions universitaires. Et j'ai siégé dans le conseil de Gavi pendant 2 ans comme directeur de l'Institut Pasteur. Gavi pratique une politique de dons conditionnels. Donc on donne de l'argent à un pays à condition qu'il mette en place certains systèmes qui donnent un certain espoir que ça va durer, même lorsque la vaccination continuera, même lorsque les financements s'arrêteront. Cette alliance, encore une fois, du public et du privé est extrêmement intéressante à observer. Voilà les résultats de Gavi. Et je pense que ces résultats sont absolument remarquables. Gavi, donc, entre 2000 et 2007, aura dépensé de l'ordre de 2 milliards de dollars. Je me permets d'insister sur ce chiffre pour le comparer, d'une part, au coût de développement d'un seul médicament, qui est peut-être de l'ordre d'1 milliard. Je n'ose le comparer au coût de la guerre d'Irak, qui doit dépasser les 200 milliards de dollars ou même beaucoup plus. Avec 2 milliards de dollars, on a évité la mort de 3,4 millions, principalement d'enfants. Ce sont des centaines de millions d'enfants supplémentaires qui ont reçu, d'une part, les vaccins de base et, d'autre part, des vaccins nouveaux ou sous-utilisés. Donc, vous voyez, 200 millions d'enfants ont reçu l'hépatite B, le hémophilus et la fièvre jaune. Donc, un résultat que je trouve personnellement fantastique, vraiment absolument extraordinaire, qui a été obtenu, encore une fois, avec des sommes d'argent qui ne sont pas colossales à l'échelle des problèmes qui sont posés. Le Fonds mondial contre le VIH, la malaria et la tuberculose est une autre institution qui est aussi un grand partenariat public-privé mondial, qui est dirigé par notre collègue et ami Kazatchkin aujourd'hui. Et là encore, avec quelques milliards de dollars qui ont été attribués, 2 millions de personnes ont reçu les antirétroviraux, 3,2 millions d'orphelins ont reçu un soutien, et dans le domaine de la malaria, ce sont des dizaines de millions de moustiquaires qui ont été distribués de façon à protéger les gens de la malaria. Il y a d'autres initiatives beaucoup moins ambitieuses que celle-là. J'en cite une, c'est une nouvelle ONG qui a été créée à l'initiative de Médecins sans frontières, à laquelle l'Institut Pasteur a participé. Et vous voyez que le budget est seulement de 20 millions de dollars, mais avec ça, de façon très intelligente, ce qu'a fait cette nouvelle ONG, ça a été en gros de faire les poubelles de l'industrie, d'aller voir les industriels en leur disant « Écoutez, vous devez avoir des molécules, des trucs que vous avez abandonnés, qui n'ont pas été, etc. On pourrait nous les combiner, on pourrait faire des choses avec. » L'industrie a joué le jeu, enfin une partie de l'industrie a joué le jeu.
Notamment, j'ai plaisir à le dire, puisque c'est une entreprise française, Sanofi a très bien joué le jeu, de telle sorte que DNDi a mis sur le marché, entre guillemets, c'est-à-dire pour un prix absolument ridicule, une nouvelle combinaison de médicaments anti-malaria qui est très utile dans les pays en développement. Donc il y a des raisons quand même d'être un peu optimiste, avec des problèmes qui restent. Le premier, c'est que les maladies négligées restent encore très négligées, parce qu'il n'y a pas que le sida, la tuberculose et la malaria, il y en a bien d'autres. En plus, même dans le domaine du sida, on ne peut pas dire que les choses soient totalement réglées. Je vous ai montré que ça commence à aller un peu mieux, mais enfin un peu moins mal. Et puis, il y a, je pense, de grandes inquiétudes ou de grandes questions à avoir sur l'avenir, parce que nous sommes à l'époque où une crise financière d'une brutalité stupéfiante et d'une iniquité invraisemblable a secoué la planète. Et dans ces conditions, on peut se demander si les financements généreux qui étaient dévolus aux pays pauvres seront maintenus. Il se trouve que je connais un tout petit peu les finances de la République et je crains que les pourcentages du budget national dévolu à ce qu'on appelle l'aide au développement, loin d'augmenter, soient plutôt en diminution. Vous savez que un accord international avait fixé l'objectif à 0,7% des produits nationaux bruts. Il n'y a qu'un ou deux pays scandinaves qui aient atteint ce pourcentage. La France était il y a quelque temps à 0,4%, simplement à 0,4%. On avait incorporé dans le prix de façon un peu artificielle à la fois le coût de ce qu'on appelle l'écolage, mais également les remises de dette, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'argent, c'était de l'argent virtuel. Quand on soustrayait tout ça, on était à 0,3%, et je pense qu'avec les difficultés actuelles, on a dû descendre au-dessous de 0,3%. Donc je pense qu'il y a une inquiétude ou une interrogation à avoir. Il y en a une deuxième qui m'inquiète énormément, c'est la question du changement climatique. Le changement climatique, ça va coûter. Bon, ça va peser sur les finances publiques. Et donc, je pense que si l'on y prend garde et si l'on ne trouve les bons argumentaires, les bons mécanismes, enfin, si l'on trouve les bons systèmes, je pense très franchement, pour prendre une formule un peu choc, que les pauvres seront les premières victimes du changement climatique, mais pas à cause du changement de température, à cause de l'épuisement des crédits qui aujourd'hui permettent de défendre certaines positions contre les maladies et contre les maladies infectieuses en particulier, et qui risquent de s'évaporer en partie sous la pression des problèmes climatiques. Enfin, il reste un problème dont je vais parler, c'est que l'action de terrain est souvent peu efficace. Et vous l'aurez compris, il n'y a pas assez d'argent pour réellement tout traiter. Alors autant utiliser l'argent au mieux, mais utiliser l'argent au mieux, ça voudrait dire des principes d'organisation qui garantissent que l'argent soit utilisé au mieux. Or, quand on parle aux spécialistes, ils sont convaincus qu'une partie de l'argent s'évapore pour beaucoup de raisons. Ça va de la corruption à la mauvaise organisation. Quand on va sur le terrain, ce que évidemment j'ai fait à l'Institut Pasteur, on voit qu'il y a beaucoup de désordre, des ONG dans tous les sens. Vous avez des dizaines de milliers d'ONG dans certains pays et les gouvernements ne savent même pas ce qu'elles font. C'est un milieu extraordinairement complexe, milieu généreux, mais milieu qui est problématique dans la mesure où il est à peu près évident que les savoirs et les savoir-faire sont mal communiqués et mal capitalisés. Et selon, encore une fois, certaines estimations auxquelles on ne peut pas réellement ajouter crédit, certains pensent qu'entre 50 et 70% de l'aide au développement est perdue dans des sables corrompus ou désorganisés. Donc des sommes absolument colossales. Si cela est juste, et les chiffres peuvent être faux, mais la réalité est là, il y a un manque d'organisation et de capitalisation qui est patent, que peut-on faire ? Alors, je reprends ce que Jacques Ralit a évoqué dans sa merveilleuse présentation.
Je voudrais vous parler donc de cette sphère des acteurs de terrain. Et là, c'est tout le contraire de la sphère réglementaire, qui, elle, est super organisée, complètement autonome. La sphère des acteurs de terrain, elle, et j'entends par acteurs de terrain, bien sûr, les ONG, mais les organisations locales également, les ministères locaux, les institutions locales, cet ensemble est très peu organisé. Le résultat, c'est que l'action de terrain manque beaucoup de capitalisation des savoirs et des savoir-faire. Ça veut dire quoi? Que des choses utiles ne sont pas connues et donc on ne les reproduit pas, et qu'à l'inverse, des choses qui ne marchent pas ne sont pas connues et on les reproduit. Donc on a évidemment les inconvénients dans tous les sens. De temps en temps, bien sûr, ça communique et on fait bien. Mais il y a d'autres éléments qui sont très impressionnants, c'est que les systèmes d'évaluation sont mal contrôlés et ça vous donne des choses, enfin des situations un peu surprenantes du genre la Banque mondiale finance un grand projet en Éthiopie, disons. Bon. Et puis pour évaluer ce qui se passe, ils envoient un questionnaire de 147 pages en anglais. Là-bas, les gens, ils ne savent pas comment remplir le questionnaire. Et du coup, la Banque mondiale envoie 5 consultants en classe affaires pour aider les gens à remplir le questionnaire. Bon. Donc, on a des situations assez bizarres. Et puis, un dernier point qui est important, c'est que les acteurs de terrain ne sont pas reconnus. Il n'y a pas de mécanisme de reconnaissance. Alors, de temps en temps, on donne un prix Nobel de la paix, c'est pas mal, mais les acteurs de terrain, ceux qui ont vraiment les mains dans le cambouis, on ne sait pas ceux qui font bien, ceux qui mériteraient d'être honorés, il n'y a pas les mécanismes. Et ceci a amené une réflexion que je vous livre maintenant, qui est de faire un parallèle avec ce qui se passe dans le milieu scientifique. Ce qui se passe dans le milieu scientifique, nous le savons bien, il y a des chercheurs dans les laboratoires, il y a des systèmes où il y a des articles, des conférences, des symposia, donc il y a des mécanismes de communication. Ces mécanismes de communication et d'évaluation interne sont gérés par la communauté scientifique elle-même. Ils sont gérés d'ailleurs principalement par le système que nous connaissons tous, qui est le système de revue par les pairs. Lorsque nous soumettons un article pour publication qui décrit notre travail dans une publication internationale, l'éditeur envoie un certain nombre de référents qui, souvent de façon anonyme d'ailleurs, font leurs commentaires et corrigent, disent si ça mérite d'être publié, etc. L'exercice, il faut reconnaître, est parfois un peu pénible parce que nous prenons tous ici et là une claque par rapport à un travail que nous estimions formidable. Mais ce système est un système de régulation c'est un petit peu comme la démocratie probablement, c'est le moins mauvais système possible et il fonctionne en ce sens qu'il garantit effectivement une objectivité et un certain niveau de qualité dans la production scientifique, de même que les journaux, bien entendu, assurent la diffusion et la reconnaissance. Puisqu'après tout, chez les scientifiques, on sait très bien qui on a envie d'honorer et qui on a moins envie d'honorer. Voilà, ça fait partie des systèmes. Il y a donc ensuite des instituts de recherche, des organismes de financement, des institutions politiques. Et en gros, quand on regarde les acteurs de terrain, il y a tout. Il y a des acteurs de terrain qui sont les équivalents des chercheurs dans les laboratoires. Il y a des ONG, des organisations publiques et privées qui sont en gros les équivalents des instituts de recherche. Il y a des organismes de financement, la Banque mondiale, d'autres choses, la Fondation Gates. Il y a des institutions politiques. Il y a tout, sauf qu'il n'y a pas cet échelon intermédiaire. C'est-à-dire que la communauté des acteurs de terrain n'est pas organisée du tout comme la communauté des acteurs scientifiques. Et il en résulte ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a un manque patent de circulation de l'information, d'évaluation de l'information, d'objectivation de l'information. Et quand une grande ONG ou une petite ONG publie ses résultats de son propre chef, le résultat est évidemment soumis à interrogation puisque une partie des lecteurs pense que c'est de la propagande pour récolter plus d'argent. Donc il n'y a pas ces mécanismes d'objectivation.
Je vous donne juste un exemple, parce que j'ai vécu cet exemple à l'occasion du développement d'une épidémie de méningite dans la ceinture sud du Sahel. Et à l'Institut Pasteur, un peu par hasard, des gens avaient trouvé que le sérotype, c'est-à-dire le type de bacille qui circulait, n'était pas celui qui était prévu, enfin que l'on croyait circuler. Donc le sérotype du méningocoque, comme on dit dans le milieu, n'était pas celui qu'on attendait. Et alors, ça fait un peu de bruit et ça faisait un peu désordre parce que la Fondation Gates venait d'attribuer 50 millions de dollars pour fabriquer un vaccin qui n'était pas le bon. Donc évidemment, ça posait problème. Donc à l'époque, les collègues qui faisaient ce travail sont venus me trouver en disant il faut absolument qu'on comprenne pourquoi, qu'on comprenne ce qui se passe, donc il faut plus d'échantillons et pour ça il faut qu'on ait un laboratoire mobile pour faire des prélèvements. Alors je dis bon, puis on signe un petit chèque, ils ont trouvé d'argent à droite à gauche. Ils ont ensuite fabriqué ce laboratoire mobile avec 2 prototypes et puis ils ont mis 3 ans, ils ont fabriqué leur laboratoire mobile, ils ont récolté plein d'échantillons, ils ont fait l'étude. Et puis, il y a 1 an ou 2, j'appelle ses collègues, je leur dis qu'est-ce que c'est devenu cette histoire. Il me dit c'est fantastique, on publie dans Lancet, une des grandes revues internationales dans le domaine de la santé. J'ai dit qu'est-ce que vous publiez? Il dit les résultats de l'étude épidémiologique. Je lui dis très bien, mais le laboratoire mobile. Il dit ils n'en ont même pas voulu dans ce qu'on appelle les matériels et méthodes, la section où on décrit comment on fait. Ils ont dit non, ça c'est de la technique, on n'en veut pas. Mais j'avais dit, est-ce que ça a été facile à faire? Est-ce que c'est facile à reproduire? Ils disaient non, on a vasouillé pendant 2 ans pour essayer ça, ça, ça et ça. Il y avait des problèmes de sécurité, on a fini par inventer une nacelle à déposer sur place, on a fait ceci, etc. Et on est arrivé à une formule. Il dit, qui sait ça? Il dit, personne. Je dis, mais si quelqu'un d'autre veut construire un laboratoire mobile dans le monde, comment ils vont faire? Il dit, ils feront les mêmes conneries. Ils font comme nous, ils vont tâtonner, ils vont machiner. Ça n'est pas publié. Donc je leur ai dit, écoutez, c'est pas normal. Et ce qu'il faut faire, c'est donc cette initiative qui est lancée, qui postule comme point de départ que l'action de terrain est en quelque sorte une science qui s'ignore, ou plus exactement, que les acteurs de terrain gagneraient à s'approprier certaines des règles, et notamment les règles de communication qui fonctionnent dans la communauté scientifique. Et la première de ces règles étant de publier ces résultats et de les soumettre au jugement par les pairs. L'idée a donc été de créer une revue internationale de l'action de terrain qui s'appelle Field Action Science, elle est en anglais, avec revue par les pairs, ce qui veut dire que les pairs, en l'occurrence, sont les acteurs de terrain. Donc, si quelqu'un de Médecins sans frontières développe au Zimbabwe ou je ne sais où, au Malawi, un protocole particulier de distribution des antirétroviraux dont il pense qu'il a une vertu singulière, il rédige ces données et elles seront envoyées de façon anonyme à des experts qui sont eux-mêmes d'autres acteurs de terrain, un fonctionnaire de la santé du Mali, etc. Donc, le système de revue par les pairs part pour les acteurs de terrain. Alors, je dois vous dire que ceci a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, et que nous arrivons enfin à sortir ce projet, je crois, de telle sorte que la première sortie de cette revue est effectivement, la sortie électronique est faite. Il y a une quinzaine d'articles qui sont en ligne à l'heure actuelle sur un site que je vous ai montré qui est accessible à partir de mon site au Collège de France. Donc si ça vous intéresse, allez sur mon site au Collège, vous cliquez et vous êtes connecté avec l'ensemble de cette initiative et vous trouverez ce genre d'articles, dont l'article sur le laboratoire mobile qui est enfin publié, comme je pense il était normal de le faire, après d'ailleurs bien sûr qu'il ait été revu par des pairs de façon anonyme, exactement comme nous pratiquons dans nos milieux scientifiques. Il est maintenant temps que je conclue et vous aurez compris que la manière, enfin ce que je voulais vous communiquer, c'est une certaine conception de la science en action. La science en action, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon avis, 2 choses. Ça veut dire, d'une part, qu'il y a des applications de la science
le développement, l'analyse de leurs conséquences, et d'autre part, ce que j'ai essayé de vous montrer avec ces deux exemples de la réglementation et de l'application de terrain, qu'il y a une autre dimension totalement distincte, c'est l'application de la méthode scientifique à des champs qui sont peu investis par la science et qui devraient être plus investis par la science et qui y gagneraient, tout le monde y gagnerait. Et donc je pense qu'il y a besoin d'une science de la réglementation et qu'il y a besoin, en quelque sorte, d'une science de l'action de terrain. Vous avez indiqué que la chaire du Collège de France, Savoir contre pauvreté, était en ce moment tenue par Esther Duflo, et c'est une autre manière de décrire la science en action que de le faire comme le fait Esther Duflo. Et donc, je pense qu'à sa manière, le Collège de France participe donc à cette notion, à cette science en action. Et je conclurai sur le point suivant, c'est qu'à mon sens, il relève de la responsabilité des scientifiques envers la société, bien sûr de développer les connaissances, et c'est leur occupation princeps, et nous en sommes tous d'accord, et tous les scientifiques ne sont pas forcés de s'investir au-delà de la question du développement des connaissances, bien entendu. Mais je vous pose la question, prenez cette question des réglementations, des standards réglementaires, de leur impact, où il y a un véritable déficit de connaissances. Qui va poser la question? Les industriels? Sûrement pas. Ils subissent, mais après tout, ce n'est pas trop grave, ils répercutent dans le prix. Donc s'il y a un problème, ils l'absorbent, ils le gèrent, et de toute façon, ils ne vont pas aller commencer à exprimer un doute sur la question de la réglementation parce qu'ils ne veulent pas se mettre mal avec le régulateur, subir des problèmes d'image, etc. Les régulateurs vont-ils s'autocritiquer? Pourquoi pas, mais il ne faut peut-être pas trop rêver. Et encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, les systèmes ont été construits de telle sorte qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir. Et par conséquent, ceux qui peuvent s'exprimer, c'est très simple, c'est les scientifiques et les citoyens. Alors les scientifiques sont des citoyens, bien sûr, mais les scientifiques ont souvent accès à des systèmes de connaissances qui ne sont pas à la portée du public. Et donc je pense que dans un cas comme celui-ci, si les scientifiques, en gros, ne portent pas la parole, rien n'arrivera et tout continuera comme avant. Et puis, je pense qu'il est aussi, encore une fois, de la responsabilité des scientifiques, lorsqu'ils le peuvent, lorsqu'ils y ont accès, d'introduire plus de rationalité lorsqu'elle est légitime, et nous savons bien que tout n'est pas rationnel, et dans des processus sociaux qui en manquent, et c'est le cas que j'ai cité de l'action de terrain. Ce sera ma conclusion. Je pense que la science est magnifique, la science utile l'est aussi. Les deux ne sont pas exclusives l'une de l'autre et que la science peut donner naissance à une nouvelle forme d'action. Je vous remercie.